Le 10 octobre 2025, la fermeture de la rivière Sahel fait sauter un verrou hydraulique et politique. En moins de 24 heures, les premières données évoquent une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement dans plusieurs zones, et le pays découvre que la souveraineté proclamée peut produire au même instant pénurie, tension des prix et pression diplomatique. Que signifie ce choix pour les foyers urbains, les campagnes et l'État, selon Ibrahim Traoré, lorsque l'eau devient l'axe d'un bras de fer global? Un pays teste ses limites sous le regard du monde. Cette séquence promet une lecture claire des impacts réels de la fermeture. Elle aide le lecteur à comprendre risques, coûts et marge de manœuvre. L'enjeu dépasse un choc technique. Il touche la stabilité économique, la cohésion sociale et la crédibilité diplomatique. À court terme, la pénurie révèle des fragilités longtemps masquées par une gestion externalisée des infrastructures. À moyen terme, elle ouvre un espace de réorganisation où l'État, les collectivités et les citoyens testent de nouvelles responsabilités. L'analyse s'appuie sur des faits observables, des comparaisons avant/après et des indicateurs limités mais parlants. Elle distingue ce qui relève du symbole politique de ce qui relève de la capacité opérationnelle. Sans slogan, elle mesure ce que le Burkina Faso peut gagner en souveraineté effective et ce qu'il risque de perdre en confiance des marchés, en coordination régionale et en pouvoir d'anticipation. La question n'est pas de juger un geste, mais d'évaluer s'il peut devenir durable. Autrement dit, transformer une rupture brutale en trajectoire gouvernable sous contrainte. Et en moins de 24 heures, la fermeture de la rivière Sahel provoque une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés. Ce chiffre, imparfait mais robuste, agit comme un révélateur. Il montre qu'un système présenté comme stable dépendait en réalité d'un pilotage largement externe. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir au cadre hérité. Depuis plus de 70 ans, la gestion des grandes infrastructures hydrauliques reposait sur des entreprises étrangères. Les contrats techniques, les flux de données et les chaînes de décision étaient majoritairement délocalisés. Cette architecture assurait une continuité opérationnelle relative, mais elle installait une dépendance silencieuse. La souveraineté de l'État existait sur le papier, tandis que la souveraineté fonctionnelle restait limitée. La décision annoncée le 10 octobre 2025 rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré n'interrompt pas seulement un flux d'eau. Il suspend un circuit de contrôle, de maintenance et d'arbitrage reliant le Burkina Faso à des acteurs extérieurs. Le choc initial n'est donc pas une surprise technique mécanique, mais la conséquence logique d'un système conçu sans alternative locale immédiate. Cette configuration explique la rapidité des perturbations. Lorsque l'approvisionnement chute, ce sont aussi des données essentielles qui se dégradent. Prévision météorologique, planification agricole, coordination logistique. La crise dépasse la distribution de l'eau pour toucher la capacité de l'État à anticiper et à planifier. L'incertitude augmente et la marge d'erreur s'élargit. Pourtant, cette vulnérabilité mise à nu ouvre un espace inédit. En exposant les points de dépendance, la décision force un diagnostic longtemps repoussé. Elle transforme la souveraineté, notion abstraite, en une série de problèmes concrets à résoudre. La question centrale devient alors précise. Ce dévoilement brutal constitue-t-il un passage obligé pour reconstruire un contrôle durable ou un risque excessif pris sans filet institutionnel? Dans les jours qui suivent la fermeture, la crise prend un visage concret. Elle ne se lit plus seulement dans des communiqués ou des agrégats, mais dans des gestes quotidiens visibles à l'échelle des quartiers et des villages. À Ouagadougou, dans la zone de Tanguine, des habitants se rassemblent autour des points d'eau encore fonctionnels.
Des comités informels émergent fixant des horaires, des règles de partage et des priorités pour les familles les plus exposées. L'objectif n'était pas de contester l'État, mais de combler un vide opérationnel immédiat. Ces initiatives urbaines jouent un rôle d'amortisseur. Elles réduisent les tensions locales, évitent les ruées désordonnées et transforment une pénurie potentielle en gestion collective provisoire. Ce sont des réponses pragmatiques, nées de la nécessité, qui montrent comment une société peut absorber un choc lorsque les infrastructures centrales vacillent. En milieu rural, la dynamique diffère mais reste révélatrice. Près de Kongoussi, des producteurs agricoles réactivent d'anciens canaux d'irrigation laissés à l'abandon depuis des années. Ces systèmes rudimentaires, moins dépendants des réseaux centralisés, te permettent de préserver une partie des cultures et d'éviter une rupture totale de la production. Là encore, il ne s'agit pas d'une innovation spectaculaire, mais d'un retour à des solutions locales adaptées. Ces premiers effets dessinent un personnage collectif. La population ne se contente pas d'attendre des réponses venues d'en haut. La décision associée à Ibrahim Traoré agit ici comme un déclencheur indirect, révélant à la fois les fragilités structurelles et des capacités d'adaptation longtemps sous-estimées. La question qui s'impose est simple. Cette mobilisation précoce peut-elle dépasser l'urgence et s'inscrire dans la durée? Avant l'aube du 10 octobre 2025, l'ordre hydrique paraît stable en apparence. Les flux sont continus, centralisés et les routines techniques rassurantes. Après l'aube, cet ordre se rompt et le pays bascule dans une séquence accélérée où chaque minute compte. La transition n'est pas graduelle, elle est abrupte, visible et irréversible à court terme. L'activation commence tôt. À 6h12, des équipes techniques burkinabées prennent le contrôle des principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortées par des unités militaires. Le geste est opérationnel autant que symbolique. Il marque la reprise d'un levier stratégique, mais il coupe aussi des circuits de décision et de maintenance longtemps externalisés. En moins d'une heure, les premiers signaux d'instabilité apparaissent là où l'on attendait une simple transition technique. Le premier verrou qui cède n'est pas l'eau elle-même, mais l'architecture de contrôle. Les données météorologiques et hydriques, et jusqu'alors gérées par des entreprises européennes, cessent qu'en être accessibles de manière continue. Ce détail, souvent relégué au second plan, modifie l'équation. Sans information fiable et en temps réel, l'anticipation devient plus difficile, la planification plus risquée et la marge d'erreur s'élargit. La fermeture dépasse alors la question d'un flux pour toucher la capacité de gouvernance. Le climax intervient avec la confirmation publique. À 8h30, Ibrahim Traoré valide l'opération. Le geste devient un message politique adressé simultanément à l'intérieur et à l'extérieur. À l'international, les réactions se durcissent rapidement. Des responsables occidentaux évoquent des sanctions économiques, la suspension de prêts et une pression accrue sur les circuits financiers. Dans certains commentaires, le mot sabotage circule comme cadrage narratif sans preuve opérationnelle, mais avec un effet immédiat sur la perception du risque. Le Burkina Faso se retrouve placé au centre d'une confrontation de récits, imprudence technique ou affirmation nécessaire de souveraineté. À l'intérieur, la scène est plus ambivalente. Un soutien populaire se manifeste autour de l'idée de réappropriation. En parallèle, l'inquiétude pratique s'installe. Les réseaux d'approvisionnement habitués à des routines sécurisées doivent improviser. Les marchés, eux, n'attendent pas les explications. Ils réagissent à l'incertitude. Les prix commencent à se tendre et les acteurs économiques évaluent le risque d'isolement. La décision se transforme en test de capacité.
bien au-delà d'une déclaration politique. Les répliques s'installent dans les jours suivants. D'un côté, les perturbations s'étendent. L'eau manque davantage dans certaines zones. Les chaînes logistiques se grippent et la nervosité progresse à mesure que les arbitrages deviennent visibles. De l'autre, la société s'organise. Des comités locaux apparaissent, des quartiers rationnent, des campagnes réhabilitent des canaux et des solutions provisoires se multiplient. Cette auto-organisation agit comme un tampon. Elle limite les ruptures immédiates sans pouvoir remplacer une architecture nationale stable. La séquence se lie alors en trois temps nets: prise de contrôle, confirmation politique, propagation des effets. Chaque étape ajoute une couche de complexité. La question n'est plus de savoir si le geste a eu un impact. Elle devient plus exigeante: le pays peut-il transformer une rupture brutale en trajectoire maîtrisée, sans perdre l'essentiel en route? La réponse dépend moins de l'acte initial que de la capacité à gérer ses conséquences. Avant la fermeture, l'approvisionnement en eau reposait sur un flux continu, centralisé et peu visible tant qu'il fonctionnait. Après le 10 octobre 2025, ce flux devient fragmenté, instable et soumis à des arbitrages locaux. Cette bascule se lit d'abord à travers quelques indicateurs limités, mais suffisamment parlants pour encadrer le débat. Le premier indicateur est une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau observé dans plusieurs régions clés. Ce recul signifie qu'environ un tiers des volumes habituels n'atteignent plus les usagers. Au-delà de la pénurie immédiate, ce chiffre révèle la profondeur de la dépendance aux infrastructures et aux dispositifs de pilotage contrôlés depuis l'extérieur. Un système capable de fournir sans rupture tant que le contrôle est externalisé montre ses limites dès que ce contrôle s'interrompt. L'ordre de grandeur est clair. La transition n'est pas marginale, elle est structurelle et elle affecte simultanément ménages, agriculture et services publics. Le second indicateur concerne l'économie quotidienne, avec une hausse d'environ 20% du prix du carburant dans les jours qui suivent la décision. Cette augmentation renchérit le transport, la production et le coût de la vie urbaine. Elle agit comme un multiplicateur de crise. Lorsque l'eau devient rare et que l'énergie se renchérit, chaque activité dépendante de la logistique subit un effet en chaîne. Les marchés répercutent l'incertitude plus vite que les administrations ne peuvent la corriger. Ce chiffre ne décrit pas seulement un secteur spécifique, il mesure la sensibilité globale de l'économie nationale aux ruptures de flux, hydriques comme énergétiques. Un troisième repère, moins immédiat mais central, est la durée de plus de 70 ans durant laquelle la gestion hydraulique a été confiée à des entreprises étrangères. Cette période longue explique l'absence d'alternatives immédiatement opérationnelles. La longévité de ce modèle a produit une stabilité apparente, mais elle a aussi entraîné une érosion progressive des capacités locales. Les compétences, les données et les procédures se sont accumulées hors du périmètre national, rendant toute reprise de contrôle nécessairement coûteuse au départ. Ce chiffre n'est pas une accusation rétrospective. Il sert de contexte explicatif à la brutalité de l'ajustement observé. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. La décision associée à Ibrahim Traoré déclenche une perte mesurable vulnérable à court terme, tout en exposant des dépendances longtemps invisibles. Les chiffres ne tranchent pas le débat politique, mais ils en fixent les contraintes. Ils montrent que la souveraineté revendiquée n'est pas gratuite et qu'elle exige des capacités techniques, financières et organisationnelles à reconstruire. L'enjeu devient alors opérationnel. Réduire l'écart entre la situation antérieure et la situation actuelle suppose d'agir simultanément sur plusieurs fronts: sécuriser les volumes disponibles,
limiter les effets de contagion économique et reconstituer des compétences locales. Les données disponibles ne suffisent pas à prédire l'issue, mais elles empêchent une illusion dangereuse. Elle rappelle que toute trajectoire de souveraineté effective commence par l'acceptation d'un coût initial mesurable. La question centrale n'est donc plus abstraite, elle était précise. Comment réduire ces écarts sans recréer, sous une autre forme, une dépendance équivalente à celle qui vient d'être révélée? Une première lecture met l'accent sur le risque excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture décidée par Ibrahim Traoré constitue une prise de risque disproportionnée au regard des capacités techniques immédiates du pays. Leur raisonnement est structuré et cohérent. Couper un approvisionnement vital sans solution pleinement opérationnelle expose l'économie à une contraction durable. La baisse de l'eau disponible se combine à la hausse des coûts énergétiques, alimente l'inflation et fragilise en priorité les ménages urbains. À cela s'ajoutent les menaces de sanctions, de suspension de prêts et de retrait d'investisseurs, qui réduisent les marges budgétaires de l'État. Dans cette perspective, la souveraineté proclamée produit des coûts tangibles, tandis que les bénéfices restent incertains et différés. Une seconde lecture insiste au contraire sur la nécessité historique de la rupture. Pour une partie des acteurs africains et de la société burkinabé, maintenir un système hydrique piloté de l'extérieur revient à accepter une dépendance structurelle sans horizon de sortie. Les coûts immédiats sont reconnus, mais interprétés comme le prix d'une émancipation durable. Les initiatives locales observées après la fermeture, qu'il s'agisse des comités urbains ou de la réhabilitation de canaux ruraux, sont présentées comme des preuves d'une capacité d'adaptation longtemps sous-estimée. Dans cette lecture, le court terme douloureux est le passage obligé vers une reconstruction du contrôle national. Pour relier ces deux positions, une synthèse fondée sur les faits s'impose. Les données disponibles confirment l'existence d'un choc économique et social réel. Elles montrent aussi que la dépendance accumulée sur plus de 70 ans rendait toute transition nécessairement brutale. Le débat ne se réduit donc pas à une opposition entre prudence et audace. Il porte sur la capacité à transformer un geste politique en processus maîtrisé, capable de limiter les coûts sans renoncer à l'objectif de contrôle. La ligne de fracture réelle n'est pas entre rupture et statu quo. Elle se situe entre une rupture improvisée et une rupture accompagnée et outillée et progressivement gouvernée. Ce qui semblait n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées mais concrètes. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité ni d'un investissement massif. Il naît d'une réorganisation forcée des responsabilités sous contrainte et dans l'urgence. À ce stade, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il agit comme un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent décider, arbitrer et coordonner, même avec des moyens limités. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain, mais conditionnés par des règles qu'ils contribuent d'eux-mêmes à définir. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. La crise n'est plus seulement subie, elle commence à être appropriée. Le pouvoir ne circule plus exclusivement du haut vers le bas. Il se fragmente, se redistribue, parfois maladroitement, mais de façon tangible. Cette dynamique ne supprime ni les pénuries, ni les risques économiques. Elle introduit toutefois une variable nouvelle, absente auparavant, l'apprentissage collectif sous pression. À partir de ce point médian, la question change de nature.
Il ne s'agit plus de revenir à l'ordre ancien, mais de savoir si ce pouvoir diffus peut être structuré avant de s'épuiser. Pour l'État, les conséquences se lisent que d'abord dans la coordination. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau oblige l'administration centrale à arbitrer entre usages concurrents, souvent dans l'urgence. Les ministères techniques doivent gérer simultanément la pénurie, la communication interne et la pression internationale. La décision associée à Ibrahim Traoré renforce une légitimité symbolique auprès d'une partie de la population, mais cette légitimité devient conditionnelle. Elle dépend désormais de résultats opérationnels visibles, mesurables et rapides. En l'absence de stabilisation progressive, le capital politique accumulé peut s'éroder aussi vite qu'il s'est constitué. Pour les entreprises, le choc est avant tout logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant augmente les coûts de transport et de production et réduit les marges et retarde certains investissements. Les secteurs dépendants de flux réguliers, notamment l'agroalimentaire, le transport et la distribution, sont les plus exposés. À l'inverse, quelques acteurs locaux identifiant des opportunités nouvelles, maintenance d'infrastructures, solutions alternatives de distribution, services de proximité. Le tissu économique se polarise alors entre ceux qui absorbent difficilement le choc et ceux qui parviennent à s'y adapter. Pour les citoyens, l'impact est immédiat et quotidien. En zone urbaine, la rareté de l'eau, combinée à la hausse des prix, modifie les usages domestiques. Les ménages rationnent, ajustent leurs horaires et s'appuient davantage sur les réseaux de solidarité. Les comités de quartier jouent un rôle stabilisateur, limitant les conflits ouverts et organisant un partage minimal. En milieu rural, la situation est contrastée. Certaines communautés maintiennent une partie de la production grâce à des canaux réhabilités, tandis que d'autres restent fortement vulnérables. L'effet majeur est un transfert de responsabilité. L'accès à l'eau devient un enjeu collectif à gérer, non un service garanti. Au niveau régional, l'équilibre géopolitique se déplace. Les pays voisins observent la situation avec prudence entre crainte d'instabilité et opportunité de coopération. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la transition s'organise, elle peut inspirer des initiatives similaires. Si elle échoue, elle renforcera les arguments en faveur du statu quo. Ces quatre niveaux convergent vers un constat commun. La fermeture crée des coûts immédiats, mais elle redistribue aussi le pouvoir et les responsabilités. Les effets ne sont plus théoriques, ils sont vécus, mesurables et débattus à chaque échelle de la société. À partir des dynamiques observées, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais structurent les choix possibles et les risques associés. Le scénario de base évoque une stabilisation sous contrainte. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso parvient à contenir les effets les plus graves de la rupture. Des audits nationaux progressent, des réparations ciblées réduisent certaines pertes et les dispositifs locaux de gestion de l'eau se normalisent. Les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues, évitant des sanctions généralisées. L'inflation demeure élevée sans devenir incontrôlable et l'activité économique reprend lentement. Cette trajectoire suppose une coordination constante entre l'État et les collectivités, ainsi qu'une discipline budgétaire stricte. La souveraineté progresse, mais au prix d'un ajustement prolongé et fragile. Le scénario optimiste mise sur la réorganisation et la coopération régionale. Ici, la crise agit comme un catalyseur. Les capacités locales se renforcent plus vite que prévu, soutenues par des investissements ciblés et des partenariats régionaux. Des accords hydriques émergent avec des pays voisins
favorisant la mutualisation des données et de certaines infrastructures sans recréer une dépendance unilatérale. Des solutions techniques adaptées, comme des systèmes solaires ou des canaux gravitaires, réduisent progressivement la vulnérabilité aux réseaux centralisés. L'économie retrouve un rythme plus soutenu et la gestion de l'eau devient un levier de crédibilité régionale. Ce scénario repose sur une convergence rare entre volonté politique, expertise technique et soutien régional. Le scénario pessimiste décrit un enlisement et un isolement progressif. Les infrastructures continuent de se dégrader, les mécanismes de soutien s'essoufflent et les sanctions internationales se durcissent. L'accès au financement et aux importations stratégiques se restreint, prolongeant les pénuries. Les prix augmentent durablement, la fatigue sociale s'installe et les initiatives locales atteignent leurs limites faute de relais nationaux. La crise hydrique se transforme alors en crise de gouvernance plus large. Ces scénarios peuvent coexister selon les secteurs et les régions. La recommandation centrale est donc prudente, privilégier des capacités adaptatives et réversibles plutôt que des paris irréversibles. Si les choix actuels favorisent la flexibilité, même un choc sévère peut devenir une étape de transformation maîtrisée. Pour le public urbain, l'enjeu se traduit d'abord par une adaptation quotidienne. Les coupures d'eau imposent de nouveaux rythmes, des stockages improvisés et une coordination accrue entre voisins. La hausse des prix réduit le pouvoir d'achat et rend visible des arbitrages longtemps implicites. Cette contrainte n'est pas seulement matérielle, elle modifie la perception des services essentiels, désormais perçus comme fragiles et dépendants de décisions collectives plutôt que comme des acquis permanents. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente. De nombreuses petites entreprises subissent la volatilité des coûts, l'irrégularité des flux et l'incertitude sur l'approvisionnement, ce qui freine l'investissement et l'emploi. En parallèle, certaines initiatives émergent autour de solutions de proximité, maintenance locale, distribution alternative, innovation sobre adaptées aux contraintes hydriques. Le choc agit comme un filtre. Il fragilise les modèles trop dépendants de chaînes externes, tout en ouvrant un espace à des pratiques plus résilientes. Pour les communautés rurales, l'impact est immédiatement concret. L'eau conditionne directement la production agricole et la sécurité alimentaire. La réactivation de systèmes d'irrigation anciens montre une capacité d'adaptation réelle, mais exige du temps, un effort collectif soutenu et une coordination minimale. Chaque réussite ou chaque échec a des conséquences directes sur les récoltes et les revenus. Pour le lecteur, deux gestes simples émergent: s'informer au-delà des slogans et soutenir des initiatives locales crédibles. Ces actions modestes n'annulent pas les contraintes structurelles, mais elles participent à transformer une crise subie en apprentissage partagé. À ce stade, la transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisible, coordonnée et mesurable. L'enjeu n'est plus l'intention politique, mais la capacité d'exécution sous contrainte. La première étape consiste à auditer et sécuriser techniquement le réseau. Dans les prochains mois, un audit national des infrastructures hydrauliques doit identifier les points de rupture, les dépendances technologiques et les pertes critiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des équipes techniques nationales peuvent reprendre le contrôle opérationnel des stations clés. Le critère de réussite est simple: réduire les interruptions non planifiées et stabiliser les volumes distribués. La deuxième étape vise à reconstruire des capacités locales durables. La dépendance révélée n'est pas seulement matérielle, elle est aussi humaine et informationnelle.
Former des techniciens capables de gérer données hydriques et prévisions climatiques devient prioritaire. Des programmes courts orientés vers l'application concrète permettent de reconstituer un socle de compétences. La mesure du progrès se fait par la capacité à anticiper les pénuries plutôt qu'à y réagir. La troisième étape concerne la coordination territoriale. Les comités citoyens apparus dans l'urgence doivent être intégrés à un cadre clair. Il s'agit de définir qui décide, à quel niveau et selon quelles règles. Cette clarification réduit les conflits locaux et stabilise la gestion quotidienne. Le succès se lie dans la diminution des tensions liées au partage de l'eau. Enfin, une ouverture régionale maîtrisée peut compléter l'ensemble. Coopérer avec les pays voisins du Sahel pour échanger données et bonnes pratiques renforce la résilience collective, sans recréer une dépendance unilatérale. Des mécanismes légers de concertation suffisent à améliorer la prévisibilité. Cette feuille de route n'élimine pas les risques. Elle transforme toutefois un geste de rupture en trajectoire gouvernable. La souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient une compétence à construire, à mesurer et à entretenir dans le temps. À Tangaïn, au petit matin, les seaux alignés près des points d'eau racontent plus qu'une pénurie passagère. Ils rappellent les premiers jours de la fermeture, lorsque les habitants ont dû décider ensemble comment partager une ressource devenue rare. Ce geste ordinaire relie l'intime au politique, le quotidien à la souveraineté, sans discours ni slogan. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a forcé le pays à regarder en face des dépendances anciennes, des fragilités structurelles, mais aussi des capacités longtemps négligées. Les comités de quartier et les canaux réhabilités et les arbitrages locaux ne constituaient pas des solutions définitives. Ils signalent toutefois un changement de posture. L'eau n'est plus un flux abstrait garanti par un acteur lointain, mais une responsabilité collective discutée et assumée. Ce rappel renvoie au personnage collectif apparu plus tôt, une société contrainte d'apprendre vite sous pression sans filet. L'émotion ne vient pas d'une promesse politique, mais de la répétition de ces gestes ordinaires qui, mis bout à bout, redessinent une trajectoire nationale. Une souveraineté réelle commence par un effort partagé. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se réduit plus à une décision gouvernementale ni à un débat idéologique. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société. Chaque acteur, citoyen, responsable local et entrepreneur ou observateur extérieur se trouve confronté à une question simple. Comment accompagner une transition réelle sans la simplifier à l'excès? Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. D'un côté, la tentation du jugement hâtif, du soutien inconditionnel ou du rejet immédiat. De l'autre, la possibilité d'un apprentissage collectif, imparfait, parfois chaotique, mais potentiellement structurant. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande ni adhésion aveugle ni condamnation réflexe. Elle exige une attention soutenue, informée et critique. Pour le lecteur, l'enjeu est moins de prendre parti que de suivre les faits, d'observer les effets concrets et de distinguer le symbole des capacités réelles. Relayer des analyses rigoureuses, valoriser les initiatives locales efficaces et refuser les récits simplistes font partie de cet accompagnement discret mais essentiel. Au-delà des frontières, une autre question demeure ouverte. Sommes-nous prêts à regarder un pays expérimenter, se tromper, corriger et persister sans le réduire immédiatement à un exemple ou à un avertissement? La réponse à cette question conditionne aussi la suite.